Oui, bonjour. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes connecté? Je vous donne encore 3 minutes pour vous connecter et on revient s'il vous plaît. Alors, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes connecté? Faites-moi un signe s'il vous plaît. Comme ça, je ne vais pas parler dans le vide. Allô? Bien. Alors, je vais enregistrer ce cours. Donc, vous le verrez plus tard. Le cours qui nous réunit aujourd'hui s'intitule euh, les contrats nommés ou les contrats spéciaux ou les contrats déterminés. La matière nécessite quand même un prérequis et une maîtrise de la théorie des obligations qui a été enseignée en S2. Donc, le contrat étant à la base, bien sûr, de cette discipline, évidemment, comme son nom l'indique. Nous savons tous que cette discipline constitue pratiquement
le prolongement de la théorie classique du contrat, puisque nous aurons l'occasion de voir que nous allons faire appel aux fondamentaux du contrat pour pouvoir construire la théorie du droit des contrats spéciaux. Donc, les contrats nommés, ce sont des contrats qui sont déterminés, qui sont réglementés avec un régime juridique spécial. Alors, on dit toujours pourquoi on étudie les contrats nommés et pas les contrats innommés, mais en fait, les contrats nommés, ils sont déjà prévus par la loi. Le législateur les a déjà déterminés, arrêtés, avec un régime juridique spécifique. Par contre, ce qui pose le problème, ce sont les contrats innommés. Les contrats innommés, pourquoi on va étudier ces contrats innommés? Innommés, ça veut dire qu'ils n'ont pas de nom, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne répondent pas au régime juridique de la théorie classique du contrat. Et je vous rafraîchis un peu les idées en vous disant que vous avez étudié dans la théorie des obligations que la théorie du contrat, en principe, répond à le concept du pluralisme, de la diversité, puisqu'il y a plusieurs, quand vous avez étudié plusieurs contrats, vous avez bien vu qu'il y a une infinité de contrats, on ne peut pas les lister, donc les contrats sont multiples, ils sont très, très diversifiés dans un premier temps. Le deuxième point qui caractérise la théorie des contrats, c'est que les contrats, ils sont connus par leur principe d'autonomie de la volonté. Ça veut dire que ce principe, ce dogme philosophique qui a véhiculé tout au long du 19e siècle, que l'homme est au centre du contrat et que c'est sa volonté qui prime et que c'est sa volonté, et en plus il faut qu'elle soit autonome, cette volonté. Ça veut dire il ne faut pas qu'elle soit viciée, il ne faut pas que le consentement soit donné par erreur, par dol ou par violence. Donc, il faut qu'il soit libre de rentrer dans ce contrat et il faut qu'il soit libre d'en sortir. Donc, cette liberté qui, comme vous le savez, on ne va pas y revenir là-dessus, qui se résume dans cette autonomie de la volonté, qui est encore une fois un principe philosophique et qui a fait parler beaucoup d'auteurs sur ces principes comme quoi le contrat, c'est l'équilibre économique, le contrat, c'est la justice, le contrat, c'est l'équité, le contrat, c'est le juste, d'accord? Tout ça, ce sont des qualificatifs qu'on peut dire du contrat, mais est-ce que le législateur va tenir compte de l'équité, du juste ou du déséquilibre? Donc, nous aurons l'occasion de voir qu'à l'occasion justement de ces contrats spéciaux, eh bien, pour une fois, le législateur va essayer de rentrer dans cette volonté et non pas la modifier, d'accord? Il va essayer de l'interpréter, il va essayer de la qualifier et il va essayer de la classifier. Donc, autant de principes de base que nous aurons l'occasion de voir dans le cadre de ces contrats spéciaux. Alors, vous allez trouver des manuels où on parle des contrats spéciaux, on parle des contrats déterminés, on parle des contrats nommés. Ce sont tous des contrats qui répondent à un régime juridique précis donné par le législateur avec des règles assez particulières que nous aurons l'occasion de voir dans ce cours. Alors, les contrats nommés, ce sont des contrats qui sont clairs. À la limite, on n'a pas envie, c'est facile, on va prendre le code, par exemple, le DOC, et on va trouver que le législateur, il a prévu ces contrats, à savoir la vente, le bail, le dépôt, le mandat, un certain nombre de contrats qui sont assez spécifiques. D'accord. Mais à côté de ça, il y a ce qu'on appelle les contrats qui sont innommés. Innommés, ça veut dire qu'ils ne répondent pas au régime juridique qui existe dans la théorie classique du contrat. Encore une fois, et j'insiste à vous dire que le soubassement de cette matière, d'accord, les fondamentaux de cette matière, c'est la théorie classique du contrat. Ça veut dire le pluralisme, l'unité par le principe de l'autonomie de la volonté et, bien sûr, le troisième point qui est important, c'est la diversité et la distorsion entre la théorie et la pratique. Bien cette distorsion de la théorie vers la pratique et qui crée, si vous voulez, un choc, non pas qu'il est ce choc, il est incompatible, mais il est compatible et c'est là justement le travail du législateur et du juge surtout qui va essayer de combiner
ce qui existe dans le soubassement de la théorie classique par rapport à ce qui se passe aujourd'hui sur le côté pratique. Pourquoi le côté pratique? Parce qu'il y a eu quand même une évolution qui s'est faite dans le sens où aujourd'hui l'État, qui était régalien, qui était dans son statut de gendarme, il devient aujourd'hui partenaire, donc il fait aussi des contrats privés, et donc il y a cette évolution, cet éclatement, ce développement de l'économie de marché, où effectivement il faut réencadrer un certain nombre de contrats. La matière des contrats nommés, il y a ce qu'on appelle les contrats nommés, il y a ce qu'on appelle les contrats innommés. Eh bien, les contrats innommés, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce ne sont pas des contrats qui sont en désordre. Non, ce n'est pas le désordre, c'est juste que ce sont des contrats qui sont issus de la pratique. Et donc, ils ne sont pas définis par des textes. C'est très important. C'est de la pratique, d'accord? Mais, attention, ils ont la même valeur juridique que les contrats nommés, encore une fois. Et d'ailleurs, on se dit que finalement, ces contrats innommés, ils vont, tôt ou tard, un jour, ils vont intégrer le régime des contrats nommés. C'est juste qu'ils sont en gestation, c'est comme ce fœtus qui est en train de naître, de se développer dans le ventre de sa maman, et un jour, il deviendra un bébé. Donc, il couve en fait pour éclore et devenir un contrat nommé. Mais on se pose la question, on se dit, mais pourquoi doit-on faire la distinction, d'accord, entre les contrats nommés et les contrats innommés? Eh bien, cette distinction, elle est très importante. Pour pouvoir comprendre les contrats nommés, il faut comprendre d'abord qu'est-ce que c'est que les contrats innommés. Les contrats innommés, ce sont des contrats, encore une fois, qui ont été développés par la pratique, par des règles prétoriennes, d'accord? Donc, ce sont des choses qui, à l'époque, on ne savait pas dans quelle catégorie les placer. Et là, je fais appel un peu plus à la tradition et à l'histoire, c'est surtout sous l'Empire romain, où vous aviez des actions qui pouvaient être traînées devant les tribunaux à condition que ces actions répondaient à 3 catégories de contrats, à savoir les contrats verbis, les contrats litteris et les contrats re. Ces 3 actions, ces 3 types de contrats, d'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, quand vous avez un contrat verbis, le verbis, ça vient du terme verbe, ça veut dire que c'est l'engagement. Ça veut dire, vous dites, je vous promets que si je vends cette maison, vous serez prioritaire. Donc, c'est une promesse, d'accord? Je vous promets que si je vends telle marchandise, c'est à vous que je la vendrai. Ça, c'est à l'époque romaine. Donc, ce sont des contrats qu'on appelle des contrats verbis. Ça veut dire qu'ils se limitaient au verbe, d'accord? À côté de ces contrats verbis, il y a ce qu'on appelle les contrats litteris. Les contrats litteris, ça vient du fait qu'il fallait transcrire la transaction devant un témoin qu'on appelle le pater familia et qui écrivait, d'accord, et qui écrivait que monsieur X s'engageait avec monsieur Y. Donc, à la limite, regardez, du consensualisme, on passe au formalisme d'une manière très subtile. Le pater familias, il transcrit la transaction sur un papier. Donc, ce sont des contrats qui, si demain, après-demain, la personne n'a pas honoré cette obligation juridique, elle peut aller devant le tribunal. Donc, ou si la personne n'a pas honoré son consentement, son engagement, sa promesse dans le contrat verbis, elle peut aller devant le tribunal. Et puis, vous avez la 3e catégorie des contrats, ce qu'on appelle des contrats RE, R-E, accent. Les contrats RE, ça veut dire que je ne peux vous prêter, vous donner que si vous me donnez une contrepartie, un dépôt ou quelque chose comme garantie. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui des contrats réels, des dépôts. Le dépôt est un contrat réel. Le prêt, vous prêtez quelque chose, mais à condition que vous avez une contrepartie quelque part. Ce sont des contrats réels, d'accord? Donc, à partir de ces 3 catégories de contrats sous l'Empire romain, c'est juste pour vous tracer un peu la logique de ces contrats nommés, à partir de ces 3 contrats, vous pouvez aller demander des actions
devant les tribunaux, ça doit dommages-intérêts, soit des poursuites pour le problème de la responsabilité, soit une exécution forcée. Tout ça, vous pouviez le faire à condition que vous rentriez dans ces 3 catégories de contrats. Ça, à la limite, ce sont, si vous voulez, les prémices, on sent pratiquement les prémices des contrats nommés. Mais à côté de cela, il y avait d'autres contrats qui se faisaient par des conventions, par la coutume, par des règles prétoriennes. Cette catégorie de contrats ne pouvait pas rentrer dans les tribunaux. Elles étaient régies par leurs propres règles. D'accord? Et d'ailleurs, toute autre catégorie de contrats qui ne rentrait pas dans ces 3 catégories que je viens de vous annoncer, on dit du pacte nu ne naît aucune action. Ça veut dire, en dehors de ces 3 actes que je vous ai annoncés, aucune action ne pouvait aller devant le tribunal. Eh bien, puisque aucune action ne pouvait aller devant le tribunal, il fallait aussi les protéger, ces contrats, qu'on appelle sui generis, singuliers, du genre. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas les classer dans une case. Ni le verbis, ni le littéris, ni le ré. Mais alors, que faut-il faire? Eh bien, ce sont ces contrats qu'on appelle des contrats innommés. Mais alors, l'intérêt, on se dit, pourquoi est-ce qu'on doit les étudier? Eh bien, ce sont ces contrats qui posent problème aujourd'hui. Ce sont ces contrats que le législateur essaye de réglementer pour qu'ils deviennent du jour au lendemain des contrats nommés. Ces contrats innommés, rappelez-vous, on avait étudié, enfin pour ceux et celles du moins qui étaient avec moi en S2 dans la théorie des obligations, rappelez-vous qu'on avait étudié ce principe juridique qui est sacré dans le DOC par l'article 230 et qui dit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait et ne peuvent être révoquées que par consentement mutuel ou dans des cas qui sont prévus par la loi. C'est un article qui est assez important dans le DOC et également, il existe également dans le droit français qui parle de ce problème de l'intangibilité du contrat, de sa force obligatoire, d'accord, que le contrat, quand il va tomber, il va s'imposer comme une loi, encore une fois, et qui ne peut être remis en cause que par consentement mutuel ou par des cas qui sont prévus par la loi. Nous avons déjà étudié cela en théorie des obligations. Aujourd'hui, si je dois, à notre niveau aujourd'hui, en S5, et dans une matière qui est assez spécifique, on appelle le droit des contrats, qui ne fait pas tout le temps, qui n'a pas tout le temps la réputation d'être une matière facile, j'en conviens avec vous, pour les étudiants du droit privé, parce que c'est une matière où il y a vraiment de la complication, puisque c'est une matière où on fait appel au droit commercial, au droit civil, droit de travail, beaucoup de choses, beaucoup de disciplines rentrent dans cette matière. Quand vous vendez, par exemple, un fonds de commerce, ce n'est pas la même chose quand vous vendez une production littéraire ou quand vous vendez un droit intellectuel ou quand vous vendez une machine ou un bien mobilier ou immobilier. Donc la vente, la cession, c'est un problème assez particulier puisque chaque contrat est un contrat spécifique. Et toute la problématique de ces contrats nommés, c'est que le législateur, il les a effectivement déterminés dans un régime juridique, mais il n'a pas pour autant exclu, si vous voulez, un certain nombre de principes. Et l'une des premières opérations qui est importante en droit des sociétés, c'est l'opération de la qualification des contrats, qui est une lourde tâche pour le juge, puisqu'il va faire cette opération de qualifier un contrat, puisqu'il va être désemparé, ne saura pas exactement à quel régime ce contrat sera attribué et du coup, il fera appel à une qualification du contrat. À côté de la qualification, il y a ce qu'on appelle, en vertu de l'article 461 du DOC, il y a ce qu'on appelle le problème de l'interprétation des conventions. Eh bien, l'interprétation, ce n'est pas la qualification, et la qualification, ce n'est pas la classification. Donc, regardez, autant de concepts qu'on va étudier et qui vont se ramener à ce problème de comment qualifier le contrat. Qu'est-ce qu'on va lui donner comme chapeau, comme casquette? Est-ce qu'on va lui donner la vente? Est-ce qu'on va lui donner une vente mobilière, immobilière? Est-ce que la cession, on va lui donner une cession des biens meubles? Est-ce qu'une cession des biens? Est-ce que les actions, vendre des actions, c'est une cession avant qu'elle ne soit une action? D'abord, c'est une cession. Regardez combien
dans une opération, par exemple en droit de société, quand vous voulez vendre, par exemple, des parts sociales, ou quand vous voulez vendre des actions, d'abord c'est une vente. La vente, déjà, elle obéit au régime civil avant qu'elle ne doit obéir au régime qui relève du droit des sociétés. Et donc, c'est ce mélange des matières, des règles dans un contrat spécial qui pose difficulté aujourd'hui pour les juges au niveau des tribunaux. Interpréter, ce n'est pas interpréter le contrat, mais interpréter la volonté. Mais est-ce que le juge a le droit d'interpréter la volonté des parties? Évidemment, a priori, on peut dire non, puisque la volonté des parties, c'est la volonté, l'autonomie de la volonté. Autonome, ça veut dire lui-même, il va créer sa propre volonté. Et donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que le juge va rentrer pour interpréter sa volonté. Eh bien, aujourd'hui, si je pars du principe classique, non, il n'a pas le droit d'interpréter la volonté, il n'a pas le droit de toucher à la volonté des parties, puisque je pars du principe que l'essence même du contrat, c'est l'autonomie de la volonté. Eh bien, aujourd'hui, tous ces principes de l'autonomie de la volonté, du consentement, de la force obligatoire du contrat, et que de l'offre et de la demande qui doivent se rencontrer pour créer le consentement. Rappelez-vous, on a parlé de cela en théorie des obligations, et je vous disais à l'époque que, effectivement, qu'un consentement ne peut naître que quand il y a une offre et une demande. Et cette rencontre de l'offre de demande fait naître le oui qui est dans le consentement. Et je vous disais à l'époque que le oui, il faut qu'il soit non équivoque, pas de réserve, pas de conditions, clair et net. Ça, je suis devant un consentement. Après, je vous disais à l'époque que ce consentement, en plus, il faut qu'il soit exempt de vices. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des tâches qui vicient le consentement, qu'on appelle la théorie des vices du consentement, à savoir l'erreur, le dol et la violence. Tout ça, c'est bien beau, mais ça, c'était un premier niveau de votre instruction au niveau du contrat. Aujourd'hui, on va un peu plus lever la barre et parler et dire, bon, soit, ce consentement aujourd'hui, il est là, mais est-ce que je n'ai pas le droit de réfléchir avant de donner mon consentement? Est-ce que je n'ai pas le droit d'être informé avant de donner mon consentement? Est-ce que je n'ai pas le droit de me rétracter si je sais que mon consentement, si je dois changer par exemple d'avis? Est-ce que vous comprenez? Donc, dans les contrats spéciaux, il y a l'information, il y a la réflexion, il y a la rétraction, il y a la promesse, il y a la non-promesse, il y a l'erreur. En droit civil, vous savez qu'en droit civil, dans le DOC, si vous vous trompez sur la valeur d'une chose, ben, le juge va vous dire, excusez-moi, c'est à vous d'aller chercher la vraie valeur de cette chose. Si vous achetez un tableau ou une table à 10 000 dirhams alors qu'elle ne valait que 1000 dirhams, vous ne pouvez pas venir me voir et me dire, moi, en tant que juge, monsieur le juge, je me suis trompé sur la valeur de ce bien. En fait, il ne valait pas 10 000 dirhams, mais il vaut aujourd'hui que 1000 dirhams. Ça, c'est votre erreur. Vous vous êtes trompé sur la valeur de la chose. Attention, la valeur de la chose, ce n'est pas la qualité substantielle de la chose. La qualité substantielle de la chose, elle est admissible en droit civil. Ça veut dire que le juge, il peut, en fonction de votre situation, si vous êtes analphabète, si vous êtes ignorant, si vous êtes âgé, si vous n'êtes pas du tout du métier, il sait que vous pouvez vous tromper sur la valeur, sur la qualité substantielle de cette chose. Au lieu d'acheter la table, par exemple, en pensant que vous l'avez achetée en bois massif, finalement, il s'est avéré qu'elle était couverte avec du plastique sous forme de bois. Ça veut dire que vous avez été induit en erreur. Très bien, il n'y a pas de souci. Le juge, il peut prendre en considération votre situation. Attention, c'est une appréciation souveraine du juge. D'accord? Il peut prendre en considération, c'est ce qu'on dit que l'appréciation, elle se fait in concreto, ça veut dire en fonction des critères subjectifs que vous présentez pour que le juge accepte de revoir votre décision. Mais ça, c'était la théorie classique. Mais si vous vous trompez aujourd'hui sur la valeur d'un bien, la valeur, ça veut dire la valeur vénale du bien. Vous avez acheté quelque chose à 1000 dirhams, en fait, et elle valait que 20 dirhams. Ou alors vous avez acheté quelque chose
à 20 dirhams alors qu'elle valait peut-être 10 000 dirhams. Dans les deux sens. Dans les deux sens. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le juge, il va essayer de comprendre la situation et vous dire, ah, mais finalement, vous avez fait une bonne affaire, donc du coup, vous êtes obligé de restituer ce que vous avez versé, de ce que vous avez reçu de la personne qui, à l'époque, peut-être était ignorante. Et bien sûr, je me base sur la théorie classique du contrat. Non, l'erreur n'est pas admise sur la valeur. Mais aujourd'hui, puisque je suis devant un contrat spécial nommé, le juge, il peut revenir sur la valeur d'une chose, notamment dans les contrats immobiliers. Dans les contrats immobiliers, il y a ce qu'on appelle la théorie de la lésion. Nous aurons l'occasion de voir qu'est-ce que c'est que la lésion. La lésion, c'est juste un déséquilibre, d'accord, entre un pourcentage, entre la valeur réelle de la chose et la valeur que vous avez achetée. Mais elle n'est pas ouverte à tout le monde, attention, elle est ouverte uniquement à une certaine catégorie de personnes et elle est beaucoup plus finalement présente dans les contrats immobiliers et le législateur, il va essayer de protéger ces contrats spéciaux par un certain nombre de mécanismes juridiques de telle manière que vous ne pouvez pas vous tromper sur la valeur vénale de la chose. C'est juste pour vous montrer que la théorie classique du contrat par rapport à la théorie des contrats spéciaux, ils sont pas dans le combat. On n'est pas dans le combat. Ils sont dans la complémentarité. Ils sont pas dans l'auxiliarité. C'est pas la matière, elle est auxiliaire. Non, c'est juste un prolongement. C'est un support permanent de la théorie classique du contrat. Ça veut dire que vous ne pouvez pas grimper l'escalier, d'accord, le deuxième escalier, si vous n'êtes pas déjà si vous n'avez pas traversé le premier escalier, tout simplement. Ça veut dire que la maîtrise du droit des contrats dans la théorie classique, d'accord, elle est indispensable pour pouvoir comprendre la théorie des contrats spéciaux. Le deuxième problème auquel nous pouvons nous heurter, c'est on se dit, mais finalement, pourquoi on fait ça? Quel est l'intérêt de la distinction entre les contrats nommés et les contrats innommés? Eh bien, l'intérêt de la distinction, c'est dans les contrats innommés spécialement, puisque ce sont des contrats qui n'ont pas de régime juridique, encore une fois, ils ne sont pas précisés. D'ailleurs, quand vous prenez le DOC, vous allez trouver que dans la partie, le deuxième livre du DOC, les contrats et les quasi-contrats qui s'y rattachent. Les contrats déterminés et les quasi-contrats qui s'y rattachent. Les contrats déterminés, ça veut dire que ce sont ces contrats spéciaux. Les quasi-contrats qui s'y rattachent, ce ne sont pas des contrats, c'est ce que vous avez étudié déjà, c'est ce qu'on appelle la gestion d'affaires. Ce ne sont pas des contrats, mais ce sont presque des contrats. Donc, le législateur marocain, il a réservé, si vous voulez, la deuxième partie du DOC à cette partie des contrats déterminés et des contrats qui s'y rattachent. Donc, il y a deux problèmes qui vont se poser à ce niveau, deux problématiques. La première problématique, c'est pourquoi on fait la distinction entre les contrats nommés et les contrats innommés? Deuxième problématique, on se dit, mais finalement, et si jamais il y a une discordance ou une incompatibilité entre un contrat nommé par rapport à la théorie classique du contrat, et quelles règles va s'appliquer? C'est ça le problème. Alors, l'intérêt de la distinction, je réponds à la première question, quel est l'intérêt de la distinction de faire les contrats nommés et les contrats nommés? Eh bien, le législateur, par l'article 230, je reviens toujours à cet article qui constitue pratiquement le pivot du contrat, les conventions légalement formées. Le législateur, dans l'article 230, n'a pas parlé des contrats, il a parlé des conventions. Ça veut dire qu'il va donner au concept de la volonté une liberté. Ça veut dire que le concept de la volonté des parties, ce qui signifie que ce n'est pas la loi, mais la volonté des parties, le pouvoir de cette volonté de créer des liens contractuels. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que le législateur, en mettant cet article, aujourd'hui, si on doit le décortiquer en deuxième lecture, d'accord, puisque la première lecture, c'était le contrat ne peut pas être modifié, il y a une force obligatoire, tout ça c'est bien beau, c'était dans la première partie, mais aujourd'hui à une deuxième lecture assez approfondie,
on se dit finalement, cet article, si je dois le regarder de très près, ça veut dire que le juge, il a essayé de mettre de l'accent sur le terme convention. Quand vous dites le terme convention, ça veut dire qu'il y a un sous-entendu d'un accord, l'accord des parties, une convention. Ce n'est pas un contrat. D'accord? Tout contrat est une convention, mais toute convention n'est pas un contrat, encore une fois. Donc, quand vous dites l'importance de la volonté, la conception de la volonté, ça veut dire qu'il a voulu donner une force juridique à la volonté des parties pour créer des liens contractuels. Voilà ce que ça veut dire, tout simplement. Ça veut dire que moi, législateur, je voudrais vous donner de la force à votre volonté, et c'est cette volonté, d'accord, qui va créer entre vous ce lien contractuel. Et donc, ce n'est plus la loi comme un contrat, en vertu de l'article 230, mais cette fois-ci, c'est votre volonté qui prime et qui va créer des liens contractuels. Il a aussi mis l'accent sur, dans cet article, l'importance de la liberté. Ça veut dire quoi la liberté? Ça veut dire qu'il va essayer d'augmenter la liberté des parties en leur donnant une valeur juridique à des contrats qui sont imaginés, tout simplement. Ça veut dire que même si vous imaginez une convention, non seulement je vais vous donner, non seulement je vais protéger votre volonté, d'accord? Et c'est cette volonté qui sera génératrice d'un lien contractuel entre vous, mais en plus, à côté du concept de la volonté, je vous donne également, et je mets l'importance sur la liberté. Ça veut dire que vous avez la liberté de créer autant de conventions que vous vouliez, pourvu que vous respectiez l'article 2 du DOC, l'objet, consentement, la cause et la capacité. Mais en dehors de cette condition, vous êtes libre de créer tout ce que vous voulez comme conventions imaginaires, et ce sont des conventions qui seront considérées non pas déterminées par une loi, comme ce qui est le cas pour des contrats nommés spéciaux, mais déterminées par vous. Donc, je vous donne la liberté et je vous donne la volonté. À partir de ces deux concepts de volonté et de liberté, le juge, qu'est-ce qu'il va faire? Le législateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de mettre en scène, si vous voulez, d'un côté, le citoyen ou le sujet de droit. Il deviendra citoyen lorsqu'il sera bien informé. Et il risque de devenir un sujet lorsqu'il sera mal informé. Ça, c'est un dicton de Alfred Sauvigny. Donc, d'un côté, vous allez avoir le citoyen avec son principe de l'autonomie de la volonté, éclairé, libre de se lier et de se délier, avec une limite, bien sûr, de l'article 2 du DOC, il fait ce qu'il veut. Et de l'autre côté, vous allez avoir un législateur qui veillera sur cela et un juge qui sera l'arbitre et qui va veiller à ce que cette convention sera bien appliquée. Eh bien, si cette convention, encore une fois, que vous avez faite et qui ne relèvera pas des contrats nommés, c'est un contrat innommé, parce que on n'a pas pu la classer, on n'a pas pu la mettre dans un régime juridique. Eh bien, si j'arrive pas à comprendre par des clauses dans ce contrat qui sont peut-être obscures, j'ai pas bien compris, vous n'avez pas bien compris, puisque le contrat, c'est un contrat innommé. On appelle ça sui generis. Il ne rentre dans aucune catégorie des contrats qui sont déjà répertoriés par le droit civil et le DOC. Eh bien, ces contrats, ce sont ces contrats aujourd'hui, d'accord, qui vont faire appel au principe de l'interprétation du contrat. Ça veut dire que le juge, il va essayer non pas de modifier votre volonté, parce que par principe, la volonté, elle est souveraine, mais il va essayer d'interpréter votre volonté. Et cette interprétation de la volonté, il peut la faire en toute souveraineté. Ça veut dire qu'il va essayer, in fine, de comprendre un peu les deux parties, à quoi elles voulaient arriver comme résultat. Cette interprétation
elle est subjective. Ça veut dire qu'il va essayer de prendre en considération et votre volonté et également votre qualité. Est-ce que vous étiez professionnel? Est-ce que vous n'êtes pas professionnel? Est-ce que vous êtes un banquier? Est-ce que vous êtes vous voyez ce que je veux dire? Un commerçant? Donc, cette partie de l'interprétation des clauses, d'ailleurs, il y a un juriste, François Terry, qui disait que finalement l'interprétation n'aura pas lieu si la clause n'est pas obscure. Maintenant, l'interprétation ne va s'imposer que lorsque la clause est obscure. Eh bien, cette interprétation, il va essayer, une fois interprété ce contrat, il va essayer de comprendre la volonté des parties. Aujourd'hui, en France, la jurisprudence en France et le code civil français, qui n'a pas été touché depuis le code Napoléon de 1804, il a été touché en 2016 par la loi du 10 février 2016, il a été touché en profondeur par un certain nombre d'articles qui sont relatifs aux contrats spéciaux. Et si vous voulez, l'une des innovations du législateur français, c'est qu'aujourd'hui, il introduit la bonne foi dans les contrats spéciaux, chose qui chez nous peuvent ne pas être prises en considération. Non pas qu'ils n'existent pas dans le DOC, mais c'est assez subtil. Le législateur aujourd'hui français, il tient compte. En fait, dans le DOC, on présume, c'est une présomption, que tout contrat, dans tout contrat, on présume qu'il y a de la bonne foi, est présumé dans tout contrat. Il y a une présomption de la bonne foi. En France, aujourd'hui, dans l'interprétation, on présume déjà dès le départ que si les deux parties ne se sont pas entendues, c'est parce que peut-être qu'ils ne se sont pas bien entendus et qu'il y a quand même une bonne foi. Et la bonne foi, aujourd'hui, elle est prise en considération par le législateur. Et si jamais il y a une mauvaise foi qui se manifeste d'une manière incontestable, eh bien, la personne est appelée à réclamer des dommages-intérêts du débiteur défaillant ou de mauvaise foi. Donc, voyez bien que l'intérêt de la distinction entre les contrats nommés et les contrats innommés, le législateur, avec l'article 230 du DOC, maintenant que vous allez le voir avec un autre œil, avec du recul, vous allez voir qu'il met d'un côté le citoyen, le législateur et le juge avec le problème, tout simplement, du problème de l'interprétation. Mais l'interprétation, ce n'est pas encore une fois la qualification, d'accord? Et ce n'est pas non plus la classification, d'accord? Ce sont des méthodes. D'ailleurs, si on interprète, c'est pour pouvoir aller vers la classification. D'accord? Et pour la qualification. Donc, je commence par l'interprétation pour aller vers la qualification. Des fois, je n'ai pas besoin d'aller vers la qualification. Je peux m'arrêter à l'interprétation. L'interprétation, elle est prévue par l'article 461 du DOC. Donc, le législateur marocain, il a prévu l'interprétation des contrats. Attention, mais il ne faut pas regarder l'interprétation comme une immixtion ou une déformation dans le contrat. Ce n'est pas ça. L'interprétation, c'est qu'il va essayer de comprendre ce à quoi les parties veulent arriver. C'est ça l'interprétation. L'interprétation, c'est qu'il va essayer de comprendre, d'accord, sans pour autant ce que certains auteurs appellent d'épicer un contrat. Il ne faut pas qu'il y ait un vide dans le contrat. Il ne faut pas qu'il soit dénaturé, ce contrat. Alors que la qualification, c'est différent. On qualifie un contrat, ça veut dire qu'on va essayer de lui donner un régime juridique. C'est ça ce qui est important. Ça veut dire que la qualification, c'est une opération qui est pratiquement intellectuelle. Ça veut dire qu'on part d'un cas, si vous voulez, théorique, ok, et on va essayer de rallier ce cas à un régime juridique pratique. Et ce régime juridique pratique lui-même, il est, si vous voulez, normatif. Ça veut dire qu'il a été fait par un législateur. Et cette qualification pose problème dans le droit des contrats spéciaux. Elle pose un grand problème, cette qualification, puisque le juge, non seulement il sera amené à qualifier, d'accord, mais il sera également amené à observer un certain nombre de règles de fond, et d'ailleurs ce sont les juges de fond qui font ça, parce que la qualification est une opération juridique, encore une fois, et elle est soumise à un contrôle de la Cour de cassation.
elle est soumise, donc elle est d'ordre public, mais elle est soumise d'ordre public, attention, mais elle est soumise à un contrôle de la Cour de cassation. On ne peut pas laisser d'un côté un pouvoir croissant au juge dans l'interprétation, d'accord, et dans la qualification. Dans l'interprétation, on ne va pas toucher à la volonté des parties, on ne va pas déformer le contrat, on va juste essayer de comprendre ce à quoi les parties veulent arriver, d'accord, en présumant qu'il y a eu de la bonne foi. Mais dans la qualification, attention, on risque de déformer la volonté des parties. J'étais dans la vente et là je me retrouve dans le bail. J'étais dans le prêt, là je me retrouve dans la franchise. Il peut y avoir un problème de qualifier les contrats. Et cette qualification, elle est d'ordre public, elle est d'ordre droit, juridique, donc il faut qu'il y ait un contrôle de la Cour de cassation. Ça veut dire que les juges ne sont pas libres. Ils ont pratiquement les points liés, d'accord, par ce problème de la qualification. Alors, la qualification, elle obéit, si vous voulez, à des régimes juridiques. Attention, puisque vous avez ce qu'on appelle la qualification unitaire. Après, vous avez la qualification qui peut être mixte. D'accord. La qualification, elle est unitaire. Si, par exemple, je me retrouve devant un contrat de vente, d'accord, et dans ce contrat de vente, je me rends compte que le prix, il était dirham symbolique. Je vois le contrat et je vois qu'il n'y a pas de prix. Ça veut dire que le prix, c'est pas qu'il n'y a pas carrément le prix, parce que s'il n'y a pas le prix, ça veut dire que le contrat sera frappé d'une nullité absolue puisque l'objet constitue le prix dans un contrat. Attention. Mais là, c'est différent. Là, il y a un dirham symbolique. Alors que dans le titre de mon contrat, il est écrit vente. Là, il va y avoir un problème de qualification. Ça veut dire qu'au niveau des impôts, je vais payer des droits d'enregistrement, des droits de mutation sur une vente avec un dirham symbolique. Voilà les problèmes qui risquent d'arriver. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander à ce que mon contrat soit qualifié, requalifié. Et le juge, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder justement, il va consulter. Bien sûr, c'est une opération, encore une fois, c'est une procédure. Hein. Il va essayer de voir un peu, revoir ce contrat. Et ce n'est pas le titre qui va lui indiquer le contrat, mais c'est le contenu des clauses qui vont indiquer est-ce que le contrat est appelé à être qualifié ou pas. Et bien, s'il se rend compte qu'effectivement, l'objet, il y a un dirham symbolique, c'est une donation et non pas une vente. Et la donation, elle est exonérée d'un certain nombre de droits au niveau des impôts. C'est juste pour vous donner une idée de la complexité de l'opération, de la qualification. Des fois, vous avez par exemple, vous avez confié votre chien à un dépôt parce que vous vous dites je vais le confier parce que je vais voyager, d'accord, à une institution et vous écrivez qu'il sera nourri, dressé, voilà, câliné, ausculté par le vétérinaire, etc. Là, vous êtes en train d'écrire un contrat d'entreprise. On n'est plus dans le dépôt. D'accord? Donc, il y a un changement de régime juridique. Tout ça, c'est pour vous dire que quand vous faites un contrat, par exemple, et quand il est clair, donc il n'y a pas lieu de qualifier, mais quand il y a des problèmes de clauses qui sont obscures, devant le juge, on va essayer soit de le qualifier, soit de revoir ces clauses, ce qui est difficile parce que c'est l'accord de votre volonté, soit carrément de dire que la clause n'a pas été honorée et donc moi je mets fin à ce contrat. Mais c'est pas aussi facile de mettre fin à un contrat puisque vous savez tous que pour mettre fin à un contrat, il faut qu'il y ait un consentement mutuel. Donc la qualification reste en dernier lieu comme un rempart, si vous voulez, pour contourner, si vous voulez, un certain nombre de problèmes qui risquent de surgir dans les contrats nommés. Et de là à vous dire que les contrats nommés, ce sont des contrats qui font appel, c'est très important, à la théorie classique du contrat, mais ils font également appel à un certain nombre de textes spéciaux. Et là, je réponds à la deuxième question pour vous dire quand il y a un problème qui risque d'arriver entre la théorie classique et un contrat spécial qui est soumis à un régime spécial, laquelle de ces deux règles va s'appliquer. Eh bien, comme vous savez, un principe qui est connu en droit, c'est que le spécial déroge au général. Effectivement, le spécial déroge au général. Ça veut dire que si j'ai une loi concernant, par exemple, la vente immobilière qui précise que la promesse doit être versée à l'acquéreur
par l'acquéreur en vue de faire sa transaction plus tard, c'est une loi. Nous aurons l'occasion de voir en quoi elle consiste, cette promesse de vente ou d'achat. Et si, dans la théorie classique du contrat, je vais dans le DOC et je me rends compte que la promesse ne crée point d'obligation, là, il y a un problème contradictoire. Si dans le DOC, la promesse ne crée point d'obligation, et si dans la loi, on me dit que la promesse crée une obligation, laquelle des deux? Ben, j'appliquerai la loi. Donc, c'est le spécial qui l'emporte sur le général. Le général n'intervient que pour suppléer quelque chose qui n'existe pas dans le spécial. Mais en aucun moment, le spécial ne doit s'incliner devant le général. C'est le général, d'accord, qui doit s'évaporer lorsqu'il y a une loi spéciale qui sort et qui va régir un contrat spécial. Et le contrat spécial, il y a des contrats qui sont déterminés, encore une fois, tels que la vente, tels que le bail. Nous aurons l'occasion de voir tous ces contrats. Certains auteurs parlent des petits contrats et des grands contrats, d'accord? Je ne suis pas d'accord avec cette distinction, cette photo de dire des petits et des grands contrats. Il n'y a pas de petits ou grands contrats. Tous les contrats s'équivalent. C'est juste que il y a ce qu'on appelle des contrats qui sont assez complexes. Ils sont complexes quand il s'agit d'un transfert d'un droit de propriété. Voilà. Ils sont complexes parce qu'ils répondent, ils doivent obéir à des régimes juridiques assez particuliers. Quand je vous dis, par exemple, si vous voulez céder votre fonds de commerce, vous allez faire appel à des mécanismes du droit commercial et vous allez faire appel à des mécanismes du droit civil et vous allez peut-être faire appel à des mécanismes de la comptabilité, du fiscal, du droit de travail s'il y a des gens qui travaillent avec vous, qui travaillent dans le fonds de commerce, etc., du droit social. Donc, il y a beaucoup de règles qui vont rentrer dans cette cession, encore une fois, d'un fonds de commerce. Ça, c'est un contrat spécial. Est-ce que quand je cède une entreprise, est-ce que c'est la même chose quand je cède un fonds de commerce? Est-ce que c'est la même chose quand je cède une action? Et est-ce que c'est la même chose quand je cède un bien immobilier ou un droit corporel? Donc, regardez combien d'éclatements, l'éclatement, c'est pour ça qu'on parle d'un éparpillement, un éclatement, justement, de ces contrats dus à la croissance, dus au progrès, dus à l'évolution, dus à l'interventionnisme de l'État qui est beaucoup plus aujourd'hui, qui se comporte comme un privatiste qu'un État au sens régalien du terme. Et du coup, la complication de ces contrats a fait qu'il y a un régime juridique qui sort. Et ce régime, il va embrasser, si vous voulez, la vente en général. D'accord? C'est ce qui est prévu dans le droit civil. Et à partir de ces règles que nous aurons l'occasion de voir et de maîtriser, vous pouvez par la suite juguler et travailler avec d'autres règles du droit commercial, du droit social, du droit de travail. Il y a toute une panoplie de règles techniques qui s'appliquent. Et le problème de la qualification, justement, c'est que le juge, quand il veut qualifier un contrat, la première des choses qu'il va voir, non pas toute cette panoplie de règles qui vont rentrer dans le contrat, mais il va regarder l'obligation, si vous voulez, principale, d'accord? Ça veut dire qu'il va regarder la chose qui domine par rapport à la chose qui est accessoire dans le contrat. Et à partir de, par exemple, s'il doit faire une qualification concernant, par exemple, une fusion d'une société ou une cession de parts sociales ou d'actions, ben, il va regarder d'abord le transfert de ses droits de société, d'accord, ou ses droits sociaux vers Monsieur X. Donc, il va se concentrer sur cette partie avant de regarder l'ensemble de la société. Eh bien, c'est la même chose, d'accord? Nous serons amenés à parler de tout cela au fur et à mesure de l'état d'avancement de notre problème, de notre programme. Alors, l'intervention du juge dans l'interprétation et dans la qualification, elle est assez pointue, encore une fois, puisque l'interprétation ne fait pas appel à un contrôle de la Cour de cassation, alors que la qualification, oui, elle fait appel au contrôle de la Cour de cassation. Troisième point qui arrive aussi, c'est la classification. Qu'est-ce qu'on entend par une classification? Eh bien, la classification, c'est tout simplement, c'est par famille. Et là, je pense que vous avez déjà étudié cela en deuxième année, où on a classé, si vous voulez, les contrats par famille.
Par exemple, vous avez les contrats aléatoires, vous avez les contrats commutatifs, vous avez les contrats translatifs, vous avez les contrats de moyens, les contrats de résultats, de faire, de ne pas faire. Ça, c'est ce qu'on appelle les familles. D'accord? Ça n'a rien à voir. La classer des contrats, c'est par catégorie. Et vous avez des contrats nommés et des contrats innommés, par exemple. Ce sont des familles. Le nommé, ils ont un régime juridique, a priori, et les innommés, ils relèvent des règles prétoriennes, de la pratique, des conventions, où on fait appel aussi à certaines coutumes pour justement sauvegarder, encore une fois, les deux concepts que je vous ai dit tout à fait au départ, qui est fait par le législateur, protéger, encore une fois, la volonté et protéger la liberté. Donc, on retient, encore une fois, dans la tête, on retient que la distinction entre les contrats nommés et les contrats innommés, c'est une distinction qui est pratiquement pas pédagogique. Je dirais, elle est faite, elle est due à l'histoire. Parce que, encore une fois, dans le droit romain, il n'y avait que les trois actions qui pouvaient être susceptibles d'un recours devant les tribunaux. Les autres cas de figure, c'était des contrats innommés. Mais innommés, ça ne veut pas dire que ce sont des contrats qui sont j'allais dire, ils sont pas dans la zone du non-droit. Non, c'est pas ça. Attention, ils sont également des contrats au sens strict du terme et qui obéissent à la théorie générale classique du contrat, à savoir la capacité, le consentement, l'objet et la cause, sauf qu'ils ne relèvent d'aucun régime juridique. Regardez, il y a quelques années, les gens construisaient pour vendre. On ne savait pas qu'est-ce que c'était. Quelqu'un qui avait de l'argent, qui achetait un terrain, il construit un immeuble, il construit et il appelle ses amis, il va leur dire, voilà, si vous voulez acheter un appartement, moi je vous vends. À l'époque, il n'y avait pas encore de la vente en état futur d'achèvement. Je vous parle des années 85, 86. Il n'y avait pas cette loi. Donc, c'était des amis qui se mettaient d'accord et donc qui mettaient des conventions et qui se disent, bon, Monsieur X va me donner tant, Monsieur Y va me donner pour que je puisse construire l'immeuble. Mais une fois l'immeuble construit, on va faire le partage et vous allez me donner le reliquat qui manque et chacun aura son appartement. Mais ça, c'était un contrat innommé. Il n'avait pas de nom. Ce n'est que plus tard, en fonction de ces choses qui se sont répétées dans le temps, et on s'est dit pourquoi pas ne pas créer une vente en état futur d'achèvement, puisque cette vente n'est pas encore achevée, mais elle est dans un état futur d'achèvement. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a d'autres contrats comme ça qui arrivent aujourd'hui et qui sont arrivés il y a quelques années, qui auparavant, c'était des contrats sui generis. Ils n'étaient pas du tout programmés. On ne savait pas exactement. Le crédit bail, on ne savait pas qu'est-ce que c'est qu'un crédit bail. Le crédit de la consommation, on ne savait pas qu'est-ce que c'est que le crédit de consommation. Donc, ce sont des crédits ce sont des prêts qui sont venus par la suite et qui se sont forgés par la pratique, par la coutume, par des règles prétoriennes et qui ont fini par émerger en étant des contrats spéciaux. Alors, dans notre façon de travailler, puisque en étant virtuel, malheureusement, j'aurais aimé vous avoir en amphi pour pouvoir poser des questions, mais bon, compte tenu de la pandémie, donc on n'a pas le choix. Donc, moi, je vais commencer donc à travailler comme ça avec vous. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser au fur et à mesure que je parle, sans trop me retarder, puisque nous sommes déjà assez en retard. D'accord? Donc, je vais essayer aussi de reproduire, de travailler avec vous, non plus les jeudis, mais les mercredis. D'accord? Donc, on va faire les mercredis au lieu du jeudi. D'accord? Comme ça, j'ai aussi un autre cours chez les publicistes, donc il faut absolument que je liquide avec vous le privé et le public. Nous allons travailler donc, on va travailler sur le contrat de vente déjà, donc tout ce qui est transfert d'un droit de propriété, qui est un contrat spécial. Nous aurons l'occasion de voir qu'est-ce que c'est qu'un transfert d'un droit de propriété, qu'il soit corporel ou incorporel, qu'il soit un fonds commercial ou qu'il soit un bien immobilier. Nous aurons l'occasion de comparer au fur et à mesure pour que vous ayez une idée de ce qui se passe sur le droit commercial par rapport à ce qui se passe sur le droit civil. Et vous allez voir qu'il y a des
pénétration du civil et du commercial à tout bout de champ. Nous aurons l'occasion donc, parce que finalement, il n'y a pas de fil conducteur comme ce qui s'est passé dans la théorie des obligations que je vous ai enseigné, du moins avec les étudiants avec qui j'étais. Il n'y a pas de fil conducteur parce que en deuxième année, en S2, on a travaillé le contrat, les conditions de la formation du contrat. Une fois formé, qu'est-ce qu'il devient? Et après, quand il est formé légalement, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir la force exécutoire. Et si jamais cette force n'est pas respectée, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des sanctions. Quel type de sanctions? Et la responsabilité. Ça, c'était pratiquement un fil conducteur qu'on a fait pour les S2. Aujourd'hui, ce fil conducteur, malheureusement, n'existe plus puisqu'il va y avoir un effet catalogue. Ça veut dire il n'y a pas de fil conducteur. On va travailler les contrats comme ça en brut. Ça veut dire qu'on va prendre la vente, on va prendre le bail, on va prendre la franchise, le mandat, les contrats. Donc, regardez combien de contrats il peut y avoir. Mais chaque contrat obéit à un régime juridique assez particulier. Pourquoi on commence par la vente et pas par autre chose? Eh bien, encore une fois, comme je vous ai dit, le DOC et aussi le Code civil français ont consacré, le législateur français et marocain ont consacré plus d'une centaine d'articles à ce contrat de vente parce qu'il constitue pratiquement, si vous voulez, le socle fondateur, la pierre d'achoppement des contrats spéciaux concernant la vente. Parce que quand on maîtrise la vente, on peut aller vers le bail, on peut aller vers l'arbitrage, on peut aller vers le mandat, on peut aller vers le dépôt, on peut aller vers le cautionnement, on peut aller vers tous les contrats. Mais il faut d'abord maîtriser le contrat de la vente, qui n'est rien d'autre qu'un transfert d'un droit de propriété d'une manière définitive. Alors, d'une manière définitive, ça veut dire qu'il va y avoir des engagements qui vont se faire aussi bien du côté du vendeur que du côté de l'acheteur. Tout à l'heure, je vous ai dit que des fois, il y a ce qu'on appelle, pas des fois, c'est souvent, pour que le législateur protège encore une fois ce contrat, c'est dans ce contrat de vente où le législateur va essayer justement de protéger, non pas cette fois-ci le contrat, mais la volonté des parties. C'est très important. Il ne protège pas le contrat, il protège la volonté des parties. Comment? Eh bien, il va essayer de prendre en considération la qualité de la partie. Ça veut dire, est-ce que cette partie, elle est au fait de ce qui se passe? Est-ce qu'elle n'est pas au fait de ce qui se passe? Ça veut dire que quelque part, il va essayer d'accorder à la partie qui va acheter des délais de réflexion, des délais d'information, des délais de rétraction pour qu'il puisse revenir sur son engagement. Mais attention, il ne va pas lui donner trop cette liberté parce que même le vendeur aussi, il faut qu'il le protège. Parce que le vendeur aussi, quand il va mettre à la disposition, la mise à disposition, voilà encore un concept que nous aurons l'occasion de voir, cette mise à disposition, elle obéit à des règles juridiques assez précises. À quel moment vous allez mettre à ma disposition ce bien? Où? Quand? Comment? Et si ce bien n'est pas net? Et là, encore une fois, je fais appel à votre mémoire concernant le consentement. Et vous avez tous étudié que le dol, il faut qu'il soit manifeste. Ça veut dire que la personne, elle va vous cacher quelque chose et si vous aviez su cette chose, vous n'allez pas acheter. Ça, c'est le principe du dol. Le dol, il vicie le consentement en vertu du DOC. Ça veut dire que la personne a utilisé des manœuvres frauduleuses, a utilisé de l'escroquerie, des mensonges, du trafic, tout ça pour vous induire en erreur. Ça, c'est le dol. Et ça, c'est la définition classique primaire du dol. Aujourd'hui, si je prends ce dol et je le remets dans un contrat spécial, qu'est-ce qu'il devient? Est-ce que je dois me contenter de dire « Ah oui, mais le dol, c'est une manœuvre frauduleuse qui fait que… » Oui, mais le législateur, dans la première définition classique, il vous dit « C'est à vous. C'est à vous de vous prémunir. C'est à vous de chercher. C'est à vous d'aller voir ce qui se passe. N'allez pas mettre tout sur le compte de celui qui vous a induit en erreur. » Et rappelez-vous, il y avait toujours, j'ai toujours dit cet adage que nul ne peut invoquer sa propre ignorance pour faire valoir son droit. Et là, nous sommes dans un contrat spécial. Est-ce que le dol est permis ou pas? Eh bien, figurez-vous que le dol, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la garantie des vices cachés. Voilà quelque chose qu'on ne peut pas enseigner
aux étudiants quand ils sont en S2 dans la théorie classique du contrat. Mais aujourd'hui que vous êtes dans les S5, je peux vous dire qu'effectivement, il y a des principes, il y a des théories juridiques, il y a des règles qui vous protègent contre tout vice. C'est ce qu'on appelle l'action en garantie. Nous aurons l'occasion de voir cette action en garantie, qu'est-ce qui se passe. Tout ça, c'est pour vous dire que ce que vous avez étudié en première année, ça va vous servir de base, de fondement pour les contrats spéciaux. C'est pour ça que je réitère encore, et je vous dis pour ceux et celles qui n'ont pas la maîtrise de cette matière, ils ont toujours le temps aujourd'hui, de par la distanciation que nous faisons, de revoir un peu le cours du S2 pour pouvoir justement vous imprégner et vous inspirer quand nous aurons l'occasion d'entamer donc notre cours. Donc voilà, donc je m'arrête ici. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau? Est-ce que vous avez des questions? Allô? Vous êtes tous connectés, mais personne ne parle. Est-ce que vous m'entendez? Bon. Alors, je m'arrête ici, d'accord? Et puis voilà. Donc, si vous avez des questions, la prochaine fois, nous allons essayer d'y répondre. Donc, on va travailler comme ça. Je vous ferai parvenir un polycope. Alors, je vous ferai parvenir un polycope qui résume un peu tout ce que je viens de dire aujourd'hui. D'accord? Allô? Oui, oui, professeur. Bonjour. Enfin, vous vous manifestez Bonjour. depuis. Comment ça va? Oui, bonjour. Bonjour, professeur. Ça va? Vous allez bien? J'espère que que vous êtes bien par rapport au coronavirus. Et tu me Bon, manques, ça va. je t'aime beaucoup. Comment? Tu me manques, je t'aime beaucoup. C'est ma fierté. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez des questions à me poser? Non, donc j'attendais que vous nous envoyiez le polycope, comme ça Alors, je vais le le polycope. revoir. Alors, le polycope, c'est très important ce que je vais vous dire. Le polycope, ça, il constitue une petite introduction de mon livre que je suis en train d'écrire sur les contrats spéciaux à la lumière du DOC. C'est un Oui, livre que j'ai commencé, ça fait plus d'1 an. Alors, je voudrais juste vous dire que toute reproduction de ce polycope ou toute modification de ce polycope sera sanctionnée. Je m'adresse à tous mes d'accord, étudiants parce que je n'aime pas faire les polycopes. Aujourd'hui, d'accord. je le fais parce qu'il y a la distanciation, mais Oui, je n'aime pas les polycopes parce que tous les polycopes que j'ai pu faire jusqu'à présent, d'ailleurs je ne les fais plus, ils ont été déformés. Alors des fois, certains étudiants, ils mettent mon polycope et ils mettent leur nom, et des fois, ils déforment mes propos et ils mettent mon nom. Donc, je voudrais vous demander de ne pas toucher à ce polycope. D'accord? Il faut le lire, d'accord, inspirez-vous de ce polycope, apprenez ce qu'il y a à apprendre, d'accord? Mais s'il d'accord, vous plaît, ne faites pas de modification de ce polycope. Parce que d'accord, si je professeur. rentre dans le site et que je trouve un nom d'un des étudiants, il sera responsable. Voilà, c'est toute reproduction, elle est interdite. D'accord, Voilà, parce que le livre n'est pas encore sorti et je suis en train de vous annoncer, de vous donner ce que j'ai. C'est mon fonds de commerce, hein. Donc, ce n'est pas une vente, ce n'est pas un contrat spécial, c'est une location. Attention. Donc, c'est un contrat spécial. Voilà. Est-ce que vous comprenez? oui, professeur. Donc, on se retrouvera le mercredi prochain. Donc, je ne peux pas vous faire cours le jeudi. Donc, vous faites passer. Est-ce qu'il y a un délégué parmi vous? Normalement, oui, mais on doit juste. Donc par la suite, on va le décider dans l'après-midi, dans la soirée, et on vous met au courant. Alors, vous mettez en courant l'administration, d'accord? Vous mettez en courant D'accord, l'administration. Mais sachez que d'accord, le jeudi, je ne peux plus vous faire cours le jeudi parce que je suis prise ailleurs. Donc, on va d'accord, reprendre le cours le mercredi de 10h30 à 12h30. d'accord. OK? Ok. Alors, Oui, madame. je voudrais également. Non, c'est parfait. Donc, je vais vous envoyer le polycope. Et puis voilà. Donc, et vous révisez s'il vous plaît, parce que la matière n'est pas facile et il va falloir vraiment, vraiment acquérir les bases de la théorie classique du contrat. D'accord.
Je vous remercie. À très bientôt et à mercredi, Inch'Allah. Merci. Bonne journée, professeur. Sabah Mbarak. Salah Fras. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée, au revoir.